Bonjour, vous êtes sur Homo Ludens, la chaîne d'histoire et de jeux de plateau. Et aujourd'hui, on va parler avec Paul Gara d'un jeu de Paolo Mori qui s'appelle Una Vittoria Impossibile. Du coup, Paul Gara, peut-être pour les gens qui suivent ma chaîne et qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Ouais, bien sûr. Donc, moi, j'ai un podcast consacré aux jeux de société principalement, mais aussi aux jeux de rôle, qui existe depuis maintenant 2 ans, qui est un podcast totalement indépendant, non sponsorisé, voilà, où je propose des interviews. D'ailleurs, j'avais eu la chance de t'interviewer. C'était Il y a- ta meilleure interview d'ailleurs, je pense. elle est forcément dans le top 3. Quand un jour je ferai les votes du public, je pense qu'elle sera dans les 3 meilleurs, évidemment. Et on allait parler effectivement de toi, plus de jeux d'histoire et aussi de tout ça. Mais donc c'est beaucoup d'interviews, pas forcément de ceux qu'on entend le plus souvent. L'idée, c'est aussi de donner la parole, de discuter avec des gens qui ont d'autres choses à dire, qui ne sont pas forcément ce qu'on entend le plus fréquemment quand on parle de jeux de société. Je ne fais pas de review. Après, il y a des retours de festival, mais ce n'est pas vraiment de la review. Et puis aussi, je fais des chroniques qui sont plus thématiques sur le jeu avec Christian Lemay et une émission mensuelle de jeux de rôle. Voilà. Puis, C'est pas mal. dernièrement, j'ai eu la chance d'interviewer Eric Lang. Donc ça, c'était très, très cool. Ah, très très cool, très très cool. Mm. Et tu as aussi participé avec Jean-Michel Grosjeu et moi Oui, oui, à un super projet où on a passé un week-end dans un château en Bretagne pour jouer à ouais. Interstellar et Stationfall. Mm. Et du coup, on a débriefé tout ça, on a fait l'interview des concepteurs et tout. Donc ça, c'était aussi un super projet qu'on a fait tous ensemble avec d'autres amis. Ouais. Ouais, que Jean-Michel Grosjean nous a proposé. C'était vraiment c'est vraiment une super expérience, tant ludique que humaine, parce que c'est vrai qu'on est Ouais. parti comme ça, 2 jours en Bretagne, tous ensemble, sans tellement se connaître. Et ça s'est Et, bien euh, passé. et Donc, ça s'est super bien passé, franchement. On ne s'est fait que des sales coups que dans le jeu. Voilà, oui, c'est vrai. c'était très cool. Et oui, donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un jeu auquel on a joué ensemble il y a une semaine, Mm, de Paolo Mori. Paolo Mori, je pense que c'est un concepteur qu'on aime tous les deux, probablement pour des raisons très différentes. Parce que, comme tu disais, moi, je viens plutôt de la perspective jeu d'histoire, même si j'aime tout type mm. de jeu de plateau. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien dans le travail de Paolo Mori, c'est qu'il est un peu sur cette ligne de crête où il fait des jeux mainstream, grand public, et en Ouais. même temps, il y a souvent du contexte historique qui revient dans son travail et tu sens qu'il y a un vrai intérêt, un vrai appétit, et il le fait de manière très bien, je trouve. Oui, Et du coup, ce jeu dont on va parler aujourd'hui, Una Vittoria Impossibile, il est sur cette ligne de crête. Est-ce que tu veux le ouais. présenter brièvement? Donc, Una Vittoria Impossibile, c'est un jeu qui est sorti en 1922, en Non, non, 2022. non. Pardon, ça compte. En fait, si je me suis trompée, c'est qu'il y a un lapsus révélateur. En fait, il est sorti en Oui, 2022 parce que c'est un jeu qui commémore le centenaire d'événements qui se sont passés en 1922 dans la ville de Parme. Et Paolo Mori, il est né à Parme, il vit ouais. toujours à Parme. Il travaille à l'université de Parme. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui il est à 100%, enfin, il y en a en ce qu'on appellerait en disponibilité ou pas, mais en tout cas, il a un poste à l'université de Parme, je crois que c'est en communication. Mais voilà, Parme, c'est sa ville, donc c'est pas un choix anodin d'avoir repris des événements historiques liés à sa ville qui commémorent le centenaire, effectivement, de ce qui s'est passé pendant 4 jours en août 1922, quand, à un moment, une époque très sombre de l'histoire Charnière, ouais. italienne. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, je donnerai un petit peu de contexte historique, mais du Oui, coup, est-ce que tu peux présenter comment le jeu fonctionne? Parce que c'est un jeu ouais. coop. Alors déjà, c'est un jeu qu'il a conçu lui, mais il n'est pas le seul auteur, hein. Il a 2 co-auteurs, il a Simone Serrao et Francesco Sirocchi. L'éditeur, c'est Orso Ludo, et en fait, c'est lui, hein, c'est un jeu auto-édité qui n'a pas vocation à être vendu de façon, dans toutes les boutiques, et en tout cas, il n'existe pas de version hors italienne, hein. Voilà, nous, on a joué avec un jeu qui est forcément donc italien, avec les règles qui ont été traduites et qui sont disponibles sur BGG.
D'ailleurs, ce qui est rigolo pour les règles traduites, je sais pas si tu l'as remarqué, mais en fait, les règles, elles ont été traduites par un autre concepteur, que je connais Ouais, très bien, qui est un ami à moi qui s'appelle Brian Train, et qui est OK, spécialisé dans les jeux insurrectionnels. d'accord, C'est sa grande spécialité et c'est lui qui a fait la traduction des règles, de l'italien vers l'anglais. Je m'en suis rendu OK. compte après qu'on ait joué ensemble, je suis allé sur BGG, je me suis rendu compte qu'il y avait cette connexion-là aussi entre jeux d'histoire, Entre les ouais, ouais. d'accord, OK. Et bah, on peut le dire, hein, on a joué, ce jeu, je l'ai parce qu'en fait, bah, c'est là le moment où je me la raconte à mort. Paolo Bah, Mori m'en allez, a vas-y, fais-toi. ouais, Paolo Mori m'en a fait cadeau, voilà, parce que je lui avais, je l'ai rencontré à Berlin l'année dernière au moment du Spiel des Jahres et puis je l'ai revu à Cannes puisqu'il était nommé à l'As d'or et je lui avais demandé, bah, est-ce qu'il y avait un moyen de le trouver en tout cas, enfin comment on pouvait se le procurer et hyper gentiment, il m'a offert un exemplaire et c'est un des rares cadeaux que j'ai accepté parce que de toute façon, je pense que tu vois, on ne fera pas de lien promotionnel pour l'acheter, ce n'est quasiment pas possible. Donc Oui, oui, voilà. et du coup, cette vidéo n'est pas promotionnelle parce que, de fait, c'est un produit qui est très difficile d'accès. Ouais, ouais, tout à fait. Après, j'ai un copain qui est très engagé dans les mouvements, antifascistes, qui connaît pas mal Mmh. d'antifascistes italiens et en fait Ouais. qui, notamment quelques-uns qui habitent à Parme, qui vont acheter chez Orsoludo, qui est une boutique de jeux, locale, Mmh. historique, de Parme, de jeux de plateau, vont nous acheter 2 copies, nous les envoyer en Angleterre et je vais les récupérer quand je serai à la convention. Donc par Trop les réseaux cool. antifascistes, On arrive à récupérer on le a pu jeu. récupérer des jeux. Ouais, donc Ouais, si vous voulez le jeu, rentrez dans une organisation antifasciste, faites-vous des oui, amis en Italie et puis voilà, c'est le plus simple. c'est le plus simple. Ouais, donc en fait, dans Una Vittoria Impossibile, on va être sur un jeu coop dans lequel on a, alors heureusement, qui n'est pas asymétrique dans le sens où il n'y en a pas un de nous qui va incarner les fascistes et l'autre Oui, oui. et la population de la ville de Parme. Heureusement, j'ai envie de te dire, parce que en réalité, on va tous jouer ensemble les personnes qui vont bah, se lutter contre les attaques fascistes, en fait, qui vont enfin, déferler sur la ville de Parme. Et on va avoir, c'est un système coopératif un peu, on peut dire, à la pandémie. Hein. On retrouve Ouais, un petit il y a un peu de peu, ça, ouais. il y a un Ouais. petit peu parce que on va jouer avec des cartes. Donc, on a un personnage, on choisit un personnage qui a un petit pouvoir, exactement comme on peut avoir des spécialistes enfin, les spécialités dans la pandémie. Et en fait, on a plusieurs choses qu'on peut faire. La principale étant de construire des barricades, parce que le gros avantage, c'est que les barricades empêchent les fascistes, les attaques fascistes de rentrer dans la ville, en tout cas de faire des incursions dans la ville, et elles restent. Et puis après, on va pouvoir aussi les repousser. Et pour ça, on va avoir besoin de munitions pour faire ces attaques, de citoyens pour nous assister, de provisions, parce qu'effectivement, il faut tenir le siège. Donc tout ça est très thématiquement fonctionne très bien. Et après, on va avoir un système de jet de dés, donc qui montre aussi, parce que les attaques fascistes, elles vont être déterminées de façon aléatoire, là où elles vont avoir lieu. Et bah, c'est aussi ça. Ouais. C'est très. Alors, il faut accepter que ce soit super aléatoire et qu'on a peu de contrôle. Mais ça reflète bien, je pense, la mécanique reflète bien le côté totalement, c'est pas désorganisé, mais complètement imprévisible de ces attaques, en fait. Enfin, voilà, Oui, c'est parce vraiment l'idée. on se parle de bagarre de rue, Ouais, tout à fait. On est dans et de du coup, l'émeute, hein. On est ouais, dans de l'émeute, hein. on est dans le cadre de l'émeute, donc c'est normal que ce soit relativement imprédictible et je trouve que le jeu le fait bien. Est-ce que du coup, Oui. j'en profite pour donner un peu le contexte historique, comme ça les gens comprennent Bah, de quoi on parle? ouais, puis après on peut Ouais, continuer sur un peu plus sur le jeu, mais oui, je pense que c'est important pour bien ouais, comprendre ce qu'on va faire, c'est ouais, d'avoir le contexte en fait, bah, du coup, peut-être. qui est pas forcément connu hein, par nous, hein, enfin en France en tout cas. Ouais, bah, moi je connaissais le contexte de l'émergence du fascisme en Oui, Italie, parce que j'avais étudié ça en fac d'histoire et c'était un sujet qui m'avait beaucoup intéressé. Mais après, c'est vrai que moi, les barricades de Parme, personnellement, j'en avais jamais non, entendu tout à parler. Je sais fait. pas si toi, tu en avais entendu parler déjà? Non, 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 bah voilà, on a la connaissance de l'accession au pouvoir de Mussolini, Ouais. en fait, voilà, de ces attaques fascistes qui étaient, ça, on le sait, qu'il y avait bah, ouais, des sortes d'attaques paramilitaires, en fait, un petit Ouais, peu, hein, exactement. Mais qui du coup, terrorisaient la population, mais on n'a pas les détails de locaux, ce en qui fait. s'est ouais, de ce qui s'est passé et donc ouais, pour donner un peu le contexte, donc bah, comme tu disais, Paul Gara, donc c'est l'émergence du fascisme, 19-20, il y a pas mal de mouvements sociaux qui sont assez importants en Italie. Il y a un peu une peur, dans la bourgeoisie d'une révolution à la russe, comme il s'est passé en 1917 et en fait, s'organisent, ce qui s'appelle des squadristi, donc
des espèces de mouvements fascistes, enfin proto-fascistes pour briser des grèves qui deviendront complètement fascistes avec l'émergence du fascisme et des faisceaux de combat. Et là, en fait, l'événement se passe en 1922. Et spécifiquement en 1922, il y a un gouvernement libéral à Rome qui est empêtré dans plein de problématiques au Parlement, parce que du coup, c'est des équilibres qui sont très fragiles et c'est un gouvernement qui est relativement peu stable. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu as une police et une armée qui laissent faire du coup les chemises noires, qui ont complètement c'est devenu vraiment leur mode d'action principal, d'aller casser les grèves, d'aller démanteler des coopératives paysannes, etc. Donc c'est vraiment la violence dans la rue, une violence politique extrêmement forte. Et on a des fascistes qui avancent ville après ville et qui prennent le contrôle de ville. Donc il y a Ferrare, Ravenne, Modène, etc. Et à chaque fois, c'est la même chose. En fait, ils rentrent dans la ville, ils font des expéditions punitives, ils occupent la préfecture, ils font des dissolutions de coopératives, etc. Et donc du coup, c'est vraiment l'action politique par la violence. Ce qui se passe, c'est que le 31 juillet, la gauche appelle à une grève générale justement en opposition à ces violences fascistes. Et en fait, ils disent, voilà, grève générale pendant 48 heures en opposition au fascisme. Alors bien sûr, le gouvernement ne soutient pas et décide de ne rien faire et laisse faire en fait. Et du coup, ce qui se passe, c'est les mouvements fascistes se disent, pendant cette grève, il faut absolument qu'on aille briser Parme, parce que Parme, c'est une ville qui historiquement a toujours bien résisté au fascisme, qui est extrêmement organisée, qui a beaucoup des syndicats assez puissants. Et donc, du coup, il y a un organisateur fasciste qui s'appelle Italo Balbo, qui décide de ramener 3 à 4 000 squadristi avec lui et d'aller, pendant la manif, aller prendre Parme, aller casser du syndicaliste et prendre la ville comme ils l'ont fait dans d'autres villes de la région du nord de l'Italie. Et ce qui en découle, en fait, c'est 5 jours de combat de rue, comme tu disais, donc c'est extrêmement violent, avec la police et l'armée qui décident de rester en retrait et d'attendre de voir ce qui se passe. Et finalement, on arrive sur une victoire, des forces ouvrières, socialistes, qui après 4 jours forcent les fascistes à se retirer. Et en fait, c'est une des rares défaites des fascistes dans leur processus d'accession au pouvoir en Italie. Et du coup, il y a vraiment une histoire super intéressante parce qu'en fait, cette organisation qui décide de défendre Parme, c'est un mélange de plein de mouvements différents. Il y a des républicains, il y a des socialistes, il y a des anarchistes, il y a même des coopératives catholiques. Et à Parme, c'est intéressant parce qu'il y a même des petits commerçants. On pourrait penser que les petits commerçants sont traditionnellement plutôt à droite, voire soutiennent l'extrême droite. Et là, à Parme, il y a vraiment ce truc de tout le monde s'est mis ensemble et ils se sont regroupés derrière la bannière d'un mouvement qui s'appelle les Arditi del Popolo, donc les audacieux du peuple. Et en fait, c'est vraiment l'antifascisme large, en fait. Donc des gens qui se mettent ensemble pour se battre. Et du coup, c'est pas juste des bagarres de rue parce qu'ils font des barricades, oui, c'est une chose, ils utilisent des sacs de sable, des barbelés, etc. Mais ils se battent rue par rue, maison par maison, avec des armes de fortune. Donc il y a des morts de chaque côté. Pas énormément, mais on se parle de dizaines de morts de chaque côté. Et surtout, en phase 2, ils ont 4000 chemises noires organisées et qui sont avec une expérience de la violence et une volonté de faire mal, quoi. Ils sont plus organisés de façon paramilitaire, en réalité. De façon paramilitaire, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Et alors que les habitants de la ville de Parme, eux, sont des habitants. C'est juste des citoyens lambda, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on va retrouver on retrouve ça dans les cartes personnages, puisque les cartes personnages, on incarne, il y a un personnage d'un prêtre qui va dans les cartes personnages, il y a un commerçant, il y a même une petite fille, il y a une sorte de femme au foyer, enfin un petit peu. Ouais. Il y a même une petite fille en réalité. Donc on voit qu'il y a la volonté aussi avec les cartes personnages de montrer cette diversité de la population qui s'est alliée à un moment pour faire front. Ouais. Et du coup, c'est ça qui est assez beau et je trouve qu'il transparaît, comme tu dis, dans le jeu, parce que chaque joueur va incarner un personnage. Et comme tu dis, voilà, il y a une assez grande richesse de personnages avec différents types de profils sociaux dedans. Donc, du coup, ça montre en fait cette diversité. Et tu vas récupérer un personnage au début. Chaque personnage va avoir un pouvoir particulier. Et comme tu disais, comme dans Pandémie, tu vas pouvoir te déplacer de quartier en quartier. Ouais. Éventuellement, des fois, ramener des ressources avec toi. Et en fonction de là où tu es, et s'il y a d'autres personnes avec toi, tu vas pouvoir faire des actions où on va pouvoir s'entraider, en fait. Oui, parce qu'en fait, on a des cartes, on a un deck de cartes, donc on a la possibilité de recruter des citoyens pour se battre, on a la possibilité de récupérer des ressources, des munitions, construire les barricades ou attaquer.
Et c'est vrai que quand on est dans la même zone qu'un joueur qui est actif, le joueur actif, enfin qu'on est dans la même zone que la joueuse active, on a le droit de donner des cartes de l'action que cette joueuse va entreprendre pour l'aider. Et plus en fait, on peut avoir 4 cartes maximum qui vont être jouées, et ça permet en fait de récupérer un dé supplémentaire. Puisque ce qui est important, puisqu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on va faire la somme des résultats des dés et on divisera par 5. Donc, par exemple, si on veut récupérer des ressources et qu'on fait 12, on récupérera en réalité 2 ressources. Donc, on comprend bien l'intérêt là aussi parfois d'être sur les mêmes zones pour s'entraider et ainsi optimiser nos chances de succès, quoi. Et ouais, c'est vrai que cette mécanique-là, moi, je l'ai trouvée très simple, mais super efficace. Donc, tu as vraiment cette sensation d'entraide qui marche bien, avec une mécanique très simple. Tu me disais que c'était inspiré de l'Âge de pierre où tu jettes les dés avec une multiple de 5. Ouais, c'est vrai que pour l'histoire de la gestion des ressources, c'est une des... Moi, ça m'a rappelé l'Âge de pierre, parce que dans l'Âge de pierre, effectivement, qui est un jeu de placement d'ouvriers qu'on dit souvent un jeu à l'allemande, mais qui a une énorme dose d'aléas, puisqu'effectivement, il y a certaines ressources que tu vas aller chercher, plus elles sont rares, plus tu vas avoir une division qui va être violente. Et effectivement, voilà, c'est ça. Donc, par exemple, si tu vas chercher de l'or, l'or, tu vas diviser, je crois, par 6. Donc, c'est très dur. En fait, il y a des ressources qui sont très dures à obtenir. Et ça, ce qui est terrible pour l'Âge de pierre, c'est que c'est un jeu où tu te positionnes d'abord et ensuite tu jettes tes dés. C'est pas tu jettes tes dés en fonction de ton résultat, tu vas te positionner, ce qui n'est pas la même chose et qui offre beaucoup plus de contrôle. Là, tu prends un énorme risque, ce qui fait que ce n'est pas vraiment. C'est un jeu à l'allemande assez particulier, même pas très à l'allemande pour le coup, pas dans les canons. Tu as envie d'y jouer là. Voilà, et donc, il y a les joueurs en fait qui aiment beaucoup, les joueurs et joueuses qui aiment beaucoup le contrôle ont du mal avec ça, mais je trouve que ça rappelle un petit peu ça, mais c'est assez réaliste et thématique, puisqu'en réalité, tu fais des tentatives et tu es dans une situation qui n'est pas la situation, c'est pas la même situation que dans les jeux de gestion de ressources classiques. Là, tu es dans une situation, on te fait ressentir la difficulté de s'approvisionner, la difficulté de tout ce que tu entreprends parce que tu es tout le temps contrarié. Et comme tu le disais, le jeu est extrêmement épuré mécaniquement. En fait, tout fonctionne de la même manière. Donc, on t'a expliqué une fois comment on collecte les ressources. Et ça marche Voilà. En plus, on joue main ouverte. On ne joue pas avec sa main de carte cachée où on n'a pas le droit de se les montrer tout. Non, là, clairement, de toute façon, on joue main révélée, ce qui permet aussi de mieux se coordonner. Et on a quelques spécificités pour les barricades. Et bien sûr, dans le deck, on a des cartes d'attaque fasciste. Et quand on repioche et qu'on refait notre main, parce qu'on est toujours obligé de défausser à minima une carte, potentiellement, on va à un moment piocher une carte attaque fasciste. Et là, tout s'arrête et l'attaque fasciste, elle se produit immédiatement. Et donc, parfois, on n'est pas bien préparé. Comme en plus, c'est au hasard, voilà, on ne sait pas quand ça va tomber. Et du coup, il y a vraiment ce truc de push your luck où tu te dis, mais je vais peut-être attendre un peu avant de faire ça. Parce que peut-être que l'attaque fasciste va arriver plus tard et boum, l'attaque fasciste te tombe dessus, t'es pas prêt. Et il peut en avoir 2 d'affilée. On en a eu 2 d'affilée à un moment. Ce qui nous est arrivé à la fin, c'est comme ça qu'on a perdu. Parce que, et du coup, c'est ça que j'ai trouvé bien, c'est que tu as vraiment cette escalade de la tension où chaque jour, tu vas rajouter une carte fasciste supplémentaire, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Et tu vois que ça s'intensifie, et tu en arrives au point où tu en as tellement, où c'est possible d'en avoir 2 d'affilée. C'est statistiquement, ça peut arriver. Et quand ça te tombe dessus, ça fait très, très mal. Et il faut être prêt. Tu as vraiment cette sensation d'escalade de la tension pendant les 4 jours, en fait. Et je suis d'accord avec toi qu'en fait, les 2 premiers jours, on arrive en général à peu près à temporiser. Et quand tu arrives en cours de 3e jour, il y a... tu commences à transpirer un peu. Et là, tu sens d'un coup le point de bascule. Bien sûr, comme j'imagine, mais je n'ai jamais vécu ça, comme j'imagine que quand tu tiens un siège, en fait, dans ce genre de situation, tu sais que tu as un moment où il faut passer, si tu arrives à passer ce cap-là, ça va être le moment le plus dur, tu dois avoir des points de bascule, en fait, j'imagine, dans les mouvements insurrectionnels, où il faut, si tu arrives encore à tenir, t'optimises, c'est pas le dernier moment qui va être le plus dur, en fait, j'imagine que c'est un peu avant la fin que tu as ce moment de pivot. Ce point culminant de tension. Et nous, on l'a ressenti parce que d'un coup, on était assez bien. Et d'un coup, on s'est retrouvé avec 3 endroits où il y avait 2-3 fascistes. Donc, faire barrage à 2-3 fascistes sur le plateau, c'est très difficile parce qu'une barricade empêche un fasciste, un citoyen empêche un fasciste. Mais s'il y en a un de trop, il passe et on augmente la pression sur la ville. Et là, ça commence à devenir de plus en plus compliqué de faire front. Et d'ailleurs, j'ai trouvé super élégant aussi
dans la manière dont comment ça s'appelle, La piste et la piste de défaite, en fait, est faite. Ouais, Parce que du coup, tu as aussi donc ces cartes fascistes qui arrivent, c'est une première chose. Mais à chaque fois qu'il y a des fascistes qui réussissent à rentrer et qui réussissent à faire des dégâts dans les quartiers, ouais. tu as en gros une sensation de désespoir qui s'installe et du Mmh. coup, ça augmente. Et au bout d'un moment, si tu arrives à un certain point, qui lui aussi évolue en fonction du nombre de barricades qu'on met, Ouais. et j'ai trouvé cette articulation de tu sens que ça te rattrape, Oui. et il y a de plus en plus de cartes fascistes dans le deck, et en fait, tu as vraiment ce truc, tu dis putain, on va pas y arriver, quoi. Genre, et Ouais. et j'ai trouvé ça marrant parce que du coup, il y a tout ce qu'on peut retrouver dans des jeux de coopératifs classiques, que ce Mmh. soit Pandémie ou des jeux comme ça. Mais pour moi, le fait que ce soit aussi épuré, ça a été un vrai plaisir parce que du coup, tu te Ouais. concentres vraiment sur l'histoire que le plateau raconte, en fait. J'ai beaucoup aimé Totalement. ça. Et en plus, c'est pas du tout artificiel parce que quand on a joué, naturellement, on parlait de munitions, on parlait de Mmh. citoyens, on parlait de barricades, on parlait de fascistes. On disait pas, passe-moi Le cube les violet. cubes le cube Mmh. marron ou le cube violet ou le pion noir, en fait. Voilà, on était vraiment, ce qui est une preuve qu'on s'est approprié aussi le langage du jeu et donc le langage Ouais. de ce que veut raconter le jeu, quoi. Et ça passe, ben oui, par un design très épuré, mais aussi, Ouais, il faut le dire, moi, ce qui m'a frappé pour un jeu qui est que pour le marché italien, principalement vendu à Parme, à un très faible oui, tirage, c'est un jeu qui est très beau, en fait. oui, Très totalement. simple, mais très beau. Visuellement, c'est vraiment beau. Les cartes sont hyper évocatrices. Ouais. Et du coup, tout ça, ça aide vachement, je trouve, à l'immersion. La couverture est vraiment très, très belle. Donc, l'artiste, c'est, Karina, Maleiva et alors Mmh. elle est très, enfin, elle est très évocatrice. Alors déjà, tu as le choix des couleurs, hein, puisqu'on est sur du rouge, noir, blanc. Enfin, donc voilà, Ouais. le ton est déjà donné avec une esthétique, bah, qui rappelle aussi enfin, qui fait appel à notre imaginaire de ce qu'on s'imagine, enfin, voilà, notre imaginaire des années 20. Les ressources sont très belles, en fait. Enfin, par exemple, les provisions, c'est assez Ouais. évocateur et c'est beau, les cartes sont belles. Enfin, il y a le matériel pour un jeu qui est quand même à petit tirage, où il ne devait pas avoir un budget de dingo. Il y a un véritable soin qui a été apporté à l'objet, en fait, au jeu en tant qu'objet. Ouais. Et pour moi, ça a été, ça en fait, cette simplicité, le fait que ce soit beau et en fait, tu sens qu'il y a beaucoup d'amour, aussi pour les Oui, personnages, enfin, tu vois, qu'il y a oui, eu un vrai travail et tout. Pour moi, c'était vraiment, c'était un plaisir à jouer. J'ai ouais. passé un super moment. Après que la partie, était finie, qu'on ait perdu, j'avais envie de jouer encore, j'avais envie de jouer avec plus de monde. C'était quoi, toi, ta sensation à la fin de la partie? Bah, effectivement, parce que, on sait que quand on joue à un jeu coop, en principe, on doit perdre la première partie parce que ça fait Ouais. par parce que c'est des jeux qui, font appel à ça. Il faut que tu aies, l'envie de rejouer parce que c'est dans les jeux coop, il faut qu'il y ait un peu d'adversité aussi, de ce Mmh. côté-là, si on parle d'un point de vue juste purement ludique. Mais effectivement, là, ça prend une autre saveur quand tu te dis: «Bah, en fait, là, les fascistes, ont pris la ville et on a Ouais. c'est ça n'a pas exactement la même saveur». Donc tu as tout de suite envie de te dire: «Non, c'est pas possible, on va pas rester sur un échec, on va recommencer». Et effectivement, moi, et puis, en plus, comme tu te dis: «C'est pas si compliqué de relancer une partie juste après, en fait». Ouais. Tu Oui, tu c'est super facile à mettre en place, mmh, ça se joue rapidement. Je pense que nous, mais on a perdu au 4e jour et on a joué 45 minutes, ouais. quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça et effectivement, moi, j'ai joué, avec toi, j'en ai refait une partie hier, donc Ouais, tu vois? Et on était encore 2 et j'aimerais effectivement tester, voilà, au moins, 4 joueuses pour voir, ce que ça donne. Parce que j'imagine qu'à 4, on peut beaucoup plus se déployer sur le plateau, ouais. et on peut faire un peu des binômes pour Ouais, des se binômes, ouais, parce que tu es quand même vachement poussé à être, à côté de quelqu'un, et c'est vrai oui, qu'à 2, au final, tu finis toujours par te suivre l'un l'autre, et c'est pour ça ouais, qu'à 4, j'aimerais bien voir, des binômes qui bougent, en fait. Tu vois ce que je veux ouais, dire? tout à fait. Il y a 2 binômes là, puis finalement tu t'échanges parce que tu as besoin de ces cartes-là pour aider l'autre, et Mmh. lui, j'aimerais bien voir ça, en fait. Ouais, moi Je aussi. serais curieux d'essayer à 4. Mais ouais, et du coup, je me disais, alors toi, tu connais mieux Paolo Mori que moi. Moi, je connais vraiment ces jeux plutôt qui parlent d'histoire, et c'est une petite partie de cette biographie. Comment tu le places, ce jeu, dans «l'œuvre» entre guillemets de Paolo? Bah, moi, j'ai quand même l'impression que c'est une évolution aussi, alors déjà Paolo Mori n'a jamais fait de jeu très expert, hein. C'est pas Ouais. du tout son créneau. Il est, peut-être Vasco de Gama qui est un jeu de 2009 qui est un petit peu plus
qu'on qualifierait un peu plus de jeu expert. C'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il veut faire des mécaniques assez simples, qui sont finalement accessibles à un public très familial, parce que là, clairement, c'est hormis le thème, tu peux te dire que tu peux jouer avec des enfants sans difficulté, enfin, des enfants de 8 ans, enfin, ce qui est à peu près le classique. Mais pour en avoir aussi un peu parlé avec lui, aujourd'hui, c'est une évolution aussi qu'il a dans son travail, d'avoir envie de traiter aussi de thèmes qui ne soient pas de la fantaisie, de la science-fiction. Il a vraiment cette envie de traiter de thèmes beaucoup plus réalistes. Et on le voit qu'il a fait des jeux dans les 5 dernières années qui sont beaucoup plus dans cette mouvance. Il a fait Blitzkrieg, qui est un jeu qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Il a fait le Match du siècle, qui est un jeu qui s'inspire d'une véritable partie d'échecs. Ouais. C'est Fischer en Islande contre les Russes, c'est ça, hein? Ouais. C'est Spassky contre Fischer, Ah Bobby oui, Fischer. ouais. Bobby Fischer, qui était une ordure notoire, antisémite, complètement complotiste. Et qui était fou, je crois. Qui était fou, mais qui a gagné d'ailleurs le match du siècle, mais qui était complètement. Allez voir quand même l'histoire de Bobby Fischer, c'est waouh. Ouais, et je crois qu'il y a un bon documentaire sur Arte il y a quelques années qui retrace son parcours et aussi ce moment du match du siècle et toute la tension qu'il y a, parce que c'est dans un contexte de guerre froide, sur toute la tension autour d'un joueur américain qui réussit à battre un champion russe qui normalement domine. Un sujet super intéressant en tout cas. Ouais, tout à fait. Il a fait aussi, là, il sort un jeu, donc je crois que toi, tu n'y as pas encore joué, mais je l'ai reçu. Ouais. Voilà, Battlefields of the Napoleonic War, donc là aussi, qui est un jeu avec un contexte historique réaliste. Ouais. Même si on peut parler d'autres jeux qui prennent une thématique, alors qui est peut-être plus exotique, entre guillemets, mais qui va être liée à l'Antiquité, mais qui est réaliste, parce que si on prend il a travaillé sur Pandémie, la chute de Rome, c'est l'auteur. Moi, c'est le jeu avec lequel je l'ai découvert. Et c'est le jeu qui, pour moi, a mis Paolo Mori dans la catégorie des auteurs que je voulais suivre, parce que j'étais pas fan de Pandémie. Et quand j'ai joué à Pandemic Fall of Rome, je me suis dit, waouh, super intéressant de l'adapter comme ça et d'adapter à ce sujet-là en particulier. Et il avait vraiment bien adapté les mécaniques à un contexte historique intéressant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Pandémie, c'est devenu un game system en réalité, qui a été inventé par Matt Leacock avec le premier Pandémie, mais qui a été décliné dans plusieurs itérations. Et donc, dans la chute de Rome, là, on ne va pas lutter contre des maladies, on lutte contre les invasions barbares, en fait, sur l'Empire romain. Donc là, on a quand même aussi un thème qui est réaliste. Et voilà, pour en avoir discuté avec lui, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup plus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que il va faire des jeux historiques au sens, je pense, où toi, ce dont tu parles régulièrement dans ta chaîne. Mais il a cette volonté de sortir un peu aussi des thèmes de prédilection du monde du jeu de société, c'est-à-dire, même s'il en a fait, des Vikings, les pirates, les zombies, il a quand même un goût manifeste pour l'histoire, quoi. Non, clairement. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, pour moi, dans ces jeux, il y a 2 catégories. Et je pense qu'il est en train de. Enfin, tu vois, quand je vois son dernier jeu là que j'ai reçu, j'ai regardé les règles, le matériel, etc. Et j'en ai parlé avec lui la semaine dernière. Donc son jeu système, en fait, sur les batailles napoléoniennes. Pour moi, on est vraiment dans le jeu historique. En fait, il part de l'histoire et il fait des mécaniques autour de ça. Et du coup, il a vraiment envie de représenter comment fonctionne le combat à l'époque napoléonienne à la manière de Paolo Mori. Donc super simplifié, avec des mécaniques différentes qu'on n'attendrait pas forcément d'un auteur de wargame. Donc vraiment, il propose quelque chose de différent. Alors que Una Vittoria Impossibile, c'est un jeu historique, mais pas dans un jeu où il essaye d'interpréter l'histoire. Mais pour moi, on est plus dans un jeu historique, dans le sens où c'est un commémoratif. C'est-à-dire que tu ne vas pas essayer de comprendre pourquoi les fascistes font ce qu'ils font, tu ne vas pas essayer de comprendre comment les fascistes, c'était quoi leur mode opératoire. Et du coup, en fait, il ne va pas utiliser le jeu pour expliquer l'histoire, il va utiliser le jeu pour commémorer. Et j'ai trouvé ça, et pour moi, il y a vraiment cette division dans les jeux historiques, mais je trouve ça génial qu'ils fassent les deux, et c'est assez intéressant. Oui, je pense que dans Una Vittoria Impossibile, ce qu'il veut, c'est de faire ressentir plutôt les émotions que devaient vivre les habitants, en fait. Et on n'est pas dans quelque chose d'analytique. On est vraiment, pour moi, on est vraiment dans l'idée de comprendre par l'émotion avant de comprendre mécaniquement. Parce que ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait discuter, en fait. Est-ce qu'on prend de la distance? Est-ce qu'on est dans de la distanciation et on réfléchit
à ce que les mécaniques veulent dire, ou est-ce qu'on est aussi où on a une vision beaucoup plus, on est beaucoup plus dans l'immersion et on va être dans l'émotion qu'on ressent pour essayer d'en tirer quelque chose en fait. Et je pense que Ouais. dans celui-là, on est quand même plus sur l'émotion. Et à titre perso, je trouve ça satisfaisant parce que j'aurais pas forcément envie de éprouver, enfin, qu'on m'incite à aller Ouais, ouais. comprendre et éprouver de l'empathie pour les fascistes en fait. Après, Ouais, ouais. enfin, c'est aussi une question très Al personnelle, mais alors je dirais, pour le moi j'ai beaucoup joué des fascistes dans des jeux, ah, forcément, mais en fait, tu vas pas forcément ressentir alors bien sûr, mmh, tu peux ressentir de l'empathie, ça dépend avec quel bagage tu viens et tout, mais moi ça m'arrive souvent de vouloir jouer, entre guillemets «les méchants», aussi parce que ça me permet de mieux, les comprendre. Je trouve que ça peut être mmh, un outil qui peut être oui. intéressant Mais là, tu sur vas le être dans la type. Et du distanciation coup, en tu es dans fait. la distanciation et ça Mmh, nécessite justement cette distance, ça nécessite des mécaniques qui le permettent, et c'est vrai que là, dans ce jeu-là, tu es vraiment à l'échelle humaine et je ouais, sais pas si j'aurais été personnellement ouais, à l'aise de jouer, tout à fait. Mmh. heu, voilà, un squadristi en particulier et tout, je sais pas. Mais voilà, Merde, c'est voilà. ça en fait, c'est le point de vue qui est pris par le jeu, c'est pas la même chose de fait si on est vraiment dans de l'émotion et l'échelle qu'on prend. Quand on joue à Blitzkrieg, bizarrement, c'est toujours moi qui fais les nazis, enfin les Ouais. voilà, donc je sais pas ce qu'il faut De que toute j'en façon, on connaît ta déduise. position sur les dictatures maintenant depuis, Oui, voilà, l'émission c'est de vrai. Jean-Michel Grosjean, donc Mon Dieu. Ouais, c'est vrai, oh là là. Mais c'est vrai que c'est toujours moi qui fais les nazis, mais dans Blitzkrieg, c'est pas que ça ne me gêne pas. Bien sûr que c'est toujours tu peux toujours te questionner sur le fait que voilà, mais c'est un jeu qui est purement mécanique en fait. Tu as pas ouais, d'investissement émotionnel, et tu ne tu tu es un peu une sorte de général qui déploie sur des théâtres d'opération qui sont très abstraits et très éloignés de toi. Donc tu ouais. n'as pas, enfin, je veux dire, tu envoies des bombes à des endroits, tu as pas du tout de questionnement par rapport aux incidences que ça va donner. C'est du tir à la corde sur plein de pistes différentes et le jeu est vraiment très mécanique là-dessus, quoi. Enfin, Alors du coup, c'est intéressant parce que du coup, moi, Blitzkrieg, un jeu que j'aime beaucoup, me met justement un tout petit peu mal à l'aise par rapport à ça, OK. en tant que quelqu'un qui s'intéresse aux jeux d'histoire. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choix qui sont faits, principalement des choix militaires qui sont faits du côté de l'Axe, Oui. qui sont fondamentalement des choix idéologiques. Et du coup, là, c'est des choix qui sont purement mécaniques. Et en fait, ça efface tout ça. Et pour moi, ça fait partie de ces jeux, regarder la Seconde Guerre mondiale avec comment ça s'appelle, un cadre de référence qui efface toutes ces problématiques idéologiques qui ont eu des incidences fondamentales sur ce qui s'est passé au niveau militaire, et au niveau Mmh. des violences sur la population. Et du coup, choisir le sujet de la Seconde Guerre mondiale sans le prendre complètement au sérieux, je trouve ça toujours un peu délicat. Ouais. À part si tu pars vraiment dans un truc histoire alternative, fantasy, là je pense que tu peux faire des trucs intéressants. Mmh. Mais quand tu prends sérieusement la Seconde Guerre mondiale et que tu l'utilises juste comme un sujet presque de fantaisie, en fait, où tu dis, bah, en fait, je m'en sers comme une esthétique, je trouve ça Mmh. toujours un peu ambigu. Non, je te comprends parce que c'est un vrai questionnement. C'est vrai que quand tu joues au jeu, si tu peux, le jeu te permet en fait de faire abstraction totalement de, tout ce qu'on sait de la Seconde Guerre mondiale et qui en ouais, fait est totalement, enfin qui a autant d'importance voire dans plus. ce qu'elle a Ouais, voire ouais. plus que les simples affrontements militaires en fait et Mmh. c'est vrai que le jeu t'incite à avoir cette, bah, là, c'est même pas une distanciation, c'est une étanchéité Ouais. qui est étrange parce que je te dis, moi-même qui n'aime pas trop ça, enfin, c'est un jeu où j'arrive complètement à, ouais, à avoir cette frontière qui s'établit et je suis d'accord avec toi que c'est totalement, questionnant, hein, Mmh. Après, ceci dit, et c'est ça le paradoxe, c'est que je trouve que Blitzkrieg est un super jeu. Genre, ouais, j'y joue, je l'apprécie et tout, mais ça m'empêche pas des fois de prendre un pas d'être de recul et de ouais, regarder ce à quoi je joue et de me dire, «Ah, mmh, c'est vrai qu'il y a des trucs qui me mettent pas forcément super à l'aise». Mais c'est le cas de beaucoup de jeux, hein, c'est pas une particularité de Paolo Mori. Et pour le coup, c'est ça que je trouve super intéressant dans Una Vittoria Impossibile, c'est que comme tu disais en intro, le jeu est tellement proche de lui, mmh, au niveau de l'individu, que tu sens qu'il y a ce travail de manière organique, de réflexion, de se mettre au niveau des gens et d'avoir mmh, une perspective particulière. Et tu sens que parce que c'est un sujet plus sensible, il est naturellement, organiquement traité de manière ouais, plus intéressante en fait. mmh, mmh, Et j'ai tout trouvé ça à assez fait. beau. Ouais, ouais, non, mais totalement d'accord et après, enfin, oui, Blitzkrieg, il est questionnant, je suis d'accord et c'est vrai que Luna Vittoria Impossible, c'est un peu c'est le contraire en termes de ce Ouais, c'est que l'antithèse, ouais. d'émotion. Ouais, c'est Ouais. vraiment, c'est 2 jeux quelque part, ils se répondent.
Et enfin, tu vois, c'est vraiment comme une sorte de négatif, en fait. C'est l'inverse. Ce qui veut te faire ressentir dans Una Victoria, c'est l'inverse de ce que tu vas ressentir en jouant à Blitzkrieg quelque part. Donc, c'est ça qui est assez beau, quoi. Toujours avec des designs assez épurés, hein, c'est ça qui est très fort chez lui. Et puis, beaucoup d'élégance, comme on aime le dire. Non, mais pour moi, il est super talentueux parce que et c'est ça que j'ai adoré à chaque fois que j'ai joué à un de ses jeux, c'est que des règles extrêmement simples, mais où tu peux vraiment te plonger dedans pour te dire c'est quoi le Et c'est mouvement profond. optimal. Ouais Et c'est profond. et Ouais. c'est Blitzkrieg, c'est ça, mais même, le dernier là auquel je n'arrête pas de jouer sur Board Game Arena, Toy Battle, Toy Battle, voilà. Toy Ouais. Battle, je suis mais, à fond dedans, quoi. Ouais. Alors que c'est un jeu qui est très, très simple. Sur certaines cartes, tu as des combos, qui, sont à la limite un peu tu vois, de casser le jeu, sur certains trucs. Mais une fois que tu as un peu la méta, que tu comprends les trucs et tout, en fait, tu te rends compte qu'avec un catalogue de mécaniques extrêmement basique, tu te poses enfin, c'est super riche, en fait. C'est vraiment intéressant. Et encore, c'est pas son jeu le plus subtil, en fait, hein, mais il a vraiment ce talent d'avoir, avec très peu de règles, à proposer énormément de profondeur, en fait. Je trouve ça, si tu prends un de ses jeux les plus connus qui est Augustus, qui est donc un jeu qui est sorti dans ses tout premiers, enfin c'est un peu un des jeux, peut-être qu'il y a eu Libertalia qui est sorti avant de mémoire Augustus et qui l'a vraiment propulsé en 2012, mais Augustus c'est 2013. C'est un jeu qui a été nommé à l'As d'Or 2014 et je crois qu'il était nommé aussi pour le Spiel des Jahres. Il n'a pas gagné. Augustus, il reprend littéralement, et ça, il l'explique bien, hein, il a repris la mécanique du bingo. Et quand on te dit ça sur le papier, le bingo, c'est pas le truc le plus sexy au monde. Enfin, tu vois, on imagine une sorte de, enfin, tu vois, avec beaucoup de préjugés, on imagine une sorte de salle des fêtes, tu vois, où pas le truc le plus gamer du monde. Et Augustus, il a repris, voilà, le bingo et il en fait un super jeu juste en utilisant ça, quoi. Et il avait envie, il le dit, hein, il se retrouve à jouer au bingo, il trouve ça chiant à mourir et il se dit c'est pas possible, il y a quelque chose de bien à faire avec le bingo, quoi. Et il fait Augustus, quoi, qui est un excellent jeu, vraiment que je recommande à tout le monde. Enfin, vraiment, je recommande à tout le monde d'y jouer au moins une fois dans sa vie pour voir ce que pourrait être un bon bingo. Faut enfin aimer le bon bingo. Ouais. Mais il faudrait que je l'essaye. J'y ai pas joué, mais de toute façon, comme on en discutait avant, moi, c'est vrai que les jeux de lui auxquels j'ai joué, ça va être ces jeux peut-être un peu plus lourds, parce que j'ai beaucoup aimé Ethnos, Pandemic Rome dont on parlait avant, Blitzkrieg, César, qui sont ces jeux historiques. Et après, c'est tout. Et quand je regarde son catalogue, au final, spontanément, je vais être attiré par Match of the Century parce que j'aime le sujet. L'éditeur a fait d'autres jeux historiques qui sont plutôt cool dans cette catégorie-là. Mais c'est vrai que je connais pas forcément ces autres jeux. Et après avoir joué à Toy Battle, je me dis, il faudrait peut-être que je joue à Rise of Augustus, peut-être qu'il faudrait que je joue à Captain Flip, parce que je trouve que c'est, en tant que concepteur, il a vraiment une approche que je trouve super intéressante. Ouais, Captain Flip, c'est pareil, hein, c'est un jeu d'une simplicité vraiment incroyable et qui a beaucoup plus de profondeur que ce qu'on peut en voir sur une partie, en fait, parce qu'il y a beaucoup de micro-choix qui sont très engageants en réalité pour la joueuse lorsque tu le fais, puisqu'en fait, tu vas piocher des tuiles qui sont recto-verso, mais tu ne regardes pas le verso quand tu pioches, donc tu as le recto, et si elle ne t'intéresse pas, tu la flippes, donc tu retournes, mais une fois que tu l'as flippée, tu ne peux plus revenir en arrière, donc tu as une petite prise de risque, et cette petite sensation de prise de risque, à l'échelle d'un jeu très familial, c'est déjà proposer des vrais choix, en fait, quand tu vas jouer, tu as vraiment un vrai choix. Et non, très, très bien Captain Flip. Et puis, il a fait Our, qui est un très bon jeu aussi, qui ressemble presque à un jeu abstrait, qui donne un feeling de jeu abstrait mais qui est pas du tout évident à s'approprier, mais qui a un design aussi très, très épuré. Et puis, il y a Libertalia, qui est un de ces jeux très, très connus, qui a été reskiné un petit peu en enlevant le côté pirate un peu poisseux qu'avait l'édition d'origine. Ouais, Libertalia, qui est un très, très bon jeu. Et puis, Ethnos, t'en parlais. Ethnos, c'est un jeu extraordinaire qui a eu une sorte de malédiction, puisqu'il n'a pas du tout. En fait,
c'est un jeu qui n'a pas eu de succès escompté, je pense, quand il est sorti. Probablement lui-même, Paolo Mori dit qu'il y a eu peut-être des erreurs. La couve, qui est magnifique, hein, de John O, donc l'illustrateur qui fait beaucoup les illustrations de Seigneur des Anneaux, laissait entendre que ça allait être un gros jeu d'affrontement, alors qu'en fait, Ethnos, c'est un jeu assez léger, de prise de territoire, mais plus à la small world, c'est-à-dire on ne va pas s'établir pour le long terme, en fait. On va vraiment, même encore plus léger que Small World, en fait. Exactement. Mais avec ce côté que tout ce que tu gagnes, tu peux très vite le perdre et tout. Le jeu donc, est introuvable en occasion, il est trouvable à des sommes assez élevées. Il a été ressorti par Space Cowboy sous le nom d'Archeo Society et ils ont retiré en fait tout ce qui était bien dans le jeu. Au lieu d'avoir un plateau central où on a la matérialité de ce qu'on fait, on a des pistes sur lesquelles on avance, ce qui fait qu'on n'a plus du tout la même sensation de jeu. Et il doit ressortir aussi là chez School Mini or Not, et je crois que l'édition est à nouveau assez catastrophique. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire, et c'est frustrant parce que, en fait, moi, quand j'y ai joué, j'ai pas compris pourquoi ce jeu n'avait pas eu plus de succès, en vrai. Et c'est vrai que quand tu le places dans ce contexte, 2017, justement, tu avais Simone qui commençait à faire beaucoup de jeux épiques à ce moment-là. Et je pense qu'en effet, quand tu vois la boîte, je pense que tu es dans un magasin, tu vois ça de l'extérieur, tu vas penser que tu achètes quelque chose que ce n'est pas. Moi, en termes de feeling, j'ai trouvé que c'était plus proche de Les Aventuriers du Rail que de comment il s'appelle ce jeu de viking hyper con, Blood Rage. Dis pas ça, c'est un jeu d'Eric Lang. Ouais, non, je sais, mais c'est pas parce que c'est con que c'est pas amusant. Hein. Genre, c'est comme les films d'action, j'aime bien, mais c'est un peu bas du front, quoi. Et c'est vrai que... Je suis d'accord avec toi qu'en fait, c'est vraiment un jeu très, très plus proche des Aventuriers du Rail, oui. Je le trouve hyper bien. C'est dommage que j'espérais beaucoup que cette deuxième édition d'Ethnos fonctionne, mais en effet, j'ai entendu dire des trucs. Après, je sais pas si ça va être ajusté ou pas, on verra. Puis après, en plus, on sait que Cool Mini or Not, ils vont pas très très bien en ce moment. Donc ils font vraiment même. Je crois qu'ils ont même pas publié leur rapport financier à temps et que ils ont été. Il me semble avoir lu que le cours de leurs actions a été suspendu, en fait. Alors, je ne sais plus où ils sont cotés, mais je ne sais plus si c'est Hong Kong ou un truc comme ça, mais il faudrait que je revérifie. Mais ils n'ont pas fourni leur rapport financier dans les délais. Puisqu'ils s'ils sont cotés, ils ont des obligations de publication à des dates fixes de leurs résultats. Ouais, j'imagine. Mais ouais, alors moi, je ne sais pas ce que vaudra cette édition de. Ce qui est sûr, c'est qu'Archeo Society, c'est catastrophique. Surtout, en fait, je pense que parce que tu as joué à Ethnos, tu ne peux pas aimer Archeo Society, c'est impossible. Voilà. Je pense que peut-être si tu ne connais pas Ethnos à la base, tu peux apprécier Archeo Society. Mais sinon, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué de. Tu n'as pas la sensation de jouer à Ethnos du tout, quoi. Ouais. Mais en tout cas, pour conclure, Una Vittoria Impossibile, c'est un jeu qui a, même si c'est un jeu qui est fait pour un public particulier, très grand public, c'est un jeu de commémoration qui est fait par être joué par des non-joueurs. Il n'a pas à rougir dans le catalogue de Paolo Mori, je pense. Même si c'est pas le jeu mécaniquement le plus abouti, je trouve qu'en termes de sensations, c'est un des jeux, c'est un jeu qui fonctionne super bien. Et je voudrais dire, si le sujet de la carrière de Paolo Mori vous intéresse, j'ai une interview de Paolo Mori, alors en anglais, qui va sortir très bientôt, dans la foulée de cette vidéo-là. Et dans la foulée de cette interview, donc ça va être mon grand arc Paolo Mori, j'ai l'impression. On va avoir une expi partie avec Paolo Mori et un copain, où on va jouer justement à son jeu napoléonien. Et là, du coup, on va reboucler avec finalement le sujet de la chaîne à la base, qui est les jeux d'histoire, et comment Paolo Mori s'intègre dans cette catégorie d'une manière un peu atypique. Donc voilà. Peut-être pour conclure, est-ce que tu pourrais dire, si les gens veulent te retrouver, comment ils font pour trouver plus de contenu de Paul Gara ? Alors, il y a un site internet sur lequel on retrouve les billets de toutes les émissions qui sortent. Donc, c'est une émission hebdomadaire. Et pour certaines émissions, vous trouverez aussi le texte des chroniques qu'on fait, dont je parlais tout à l'heure. Donc, le site, c'est www.lepointdepaulgara.fr.
Le podcast, c'est Le Point de Paul Gara et vous le trouvez sur quasiment toutes les plateformes classiques, hein, donc Apple Podcast, Podcast Addict. On peut même écouter sur YouTube. Voilà, c'était Oh là là, mais c'est... voilà, incroyable. Donc c'est comme ça. Et donc une émission qui sort tous les jeudis, sachant que voilà, vous trouverez interview, retour de festival, émission de jeux de rôle, chronique. Et avec toujours aussi l'émission normalement que je fais parce que je vais au Spiel des Jahres à Berlin et donc on sort une émission, on interview en général toutes les personnes qui sont dans la sélection en fait pour les Spiel, Kinderspiel. Et je fais aussi des interviews en anglais avec, je n'ai pas ton anglais, hein, mais je diffuse toujours les interviews, elles sont diffusées avec en VO et aussi en version française doublée. Donc voilà, le même jour sortent les deux, donc ce qui permet aussi pour des anglophones qui ne parlent pas français de pouvoir écouter par exemple celle d'Eric Lang. J'ai presque autant de téléchargements sur la VO que sur la VF, quoi. c'est super. Ouais. Et c'est aussi super de pouvoir, parce qu'on n'a pas tellement, enfin tu vois, toi tu le fais, mais tu es déjà dans un créneau particulier, mais pour des émissions plus mainstream, c'est rare qu'on ait des interviews vraiment faites un peu longues en anglais avec des auteurs, autrices non francophones, quoi, en fait. Non, c'est vrai qu'il y a c'est un créneau, mais après, c'est toujours la grande division dans les gens qui font du contenu sur les jeux de plateau. Les gens qui voient les jeux de plateau comme des jouets et donc des produits, et les gens qui voient les jeux de plateau comme des objets culturels, et donc du coup, et qui vont forcément avoir des discussions un peu plus longues et se poser un peu plus de questions. Mais voilà. oui. Donc c'est sûr. En tout cas, merci encore d'être venu. J'espère que je vais réussir à te faire jouer à des jeux d'histoire après ça. Mais bien sûr. Mais Mais bien sûr. Il faudra. Du coup, moi, je te dis, je vais tester le jeu de Paolo Mori, donc sur les batailles napoléoniennes. Si je vois que ça pourrait être intéressant, si c'est trop wargame, je t'embarquerai pas dedans et on trouvera autre chose. Mais si je vois que ça pourrait être intéressant, parce que j'imagine que ça apporte des mécaniques un peu innovantes et intrigantes, peut-être qu'on se fera une partie. Ouais. Mais sinon, ça pourrait être rigolo de continuer à explorer des jeux historiques, mais avec une perspective un peu plus grand public, et d'en parler ensemble. Merci d'avoir pris le temps d'être Merci avec pour nous. l'invite. Mais ouais, c'était trop cool. Trop bien. Rappelez-vous d'aller suivre Paul Gara sur les différentes plateformes, de vous abonner à cette chaîne, évidemment. Et si vous voulez soutenir le travail que je fais, vous pouvez faire une donation sur Ko-fi. Et ça vous donnera aussi accès au serveur Discord, où il y a à peu près 250 malades qui jouent à des jeux d'histoire toute la journée et qui sont tous très gentils et gentils. Voilà, merci. Au revoir. Salut.